Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 23 mars 2022. À la une ce soir, Anne, Jeanne et Marie prennent leur retraite après 60 ans de bons et loyaux services. Les motrices du tramway du Mont Blanc vont être remplacées. Les nouveaux trains circuleront ainsi dès le mois de décembre. Ils porteront le même nom et la motrice Marie est la première arrivée. Elle a été célébrée ce mercredi matin à Saint-Gervais. Et puis Gauthier de Tessières ou encore Tessa Worley y sont passés. Le Coq d'Or se déroule cette semaine au Ménuire. L'occasion pour les champions en herbe de faire leurs preuves pour intégrer un jour peut-être l'équipe de France de ski alpin. Elle était attendue telle le Messie. La toute nouvelle motrice du tramway du Mont Blanc est arrivée ce mercredi matin à Saint-Gervais. Marie remplacera sa grande sœur du même nom dès l'hiver prochain. Comme elle transportera alpinistes et touristes sur les pentes du Mont Blanc. Ce renouvellement était nécessaire près de 60 ans après la mise en service des trains actuels. C'était aussi une belle occasion pour faire la fête pour de nombreux habitants réunis pour l'occasion. Emmanuel Jaude s'est glissé parmi eux, reportage. Le comité d'accueil n'attendait que ça, l'arrivée en grande pompe de Marie, la première des 4 nouvelles motrices du tramway du Mont Blanc. Remplaçant sa grande sœur du même nom, Marie, à l'instar de Marguerite, Anne et Jeanne, concrétise donc la deuxième phase de la réhabilitation du TMB, débutée il y a quelques années déjà et pour un coût total de plus de 100 millions d'euros. Maintenant que la voie est refaite, on peut remettre une nouvelle motrice. L'inverse aurait été délicat parce qu'on aurait abîmé la motrice, c'est quand même dommage. Là, on a une voie nouvelle, on a une nouvelle motrice. Alors, il y en a une autre qui va arriver dans 2 mois, il y en a une autre qui arrive en septembre et d'ici la fin de l'année. En décembre 2022, donc de cette année, les premiers voyages opéreront pour les clients dans cette motrice-là. On aura fini la phase de test, de formation du personnel, tout sera validé et on pourra offrir un voyage authentique du Fayet, centre-ville, à 2500 mètres au pied du Mont Blanc, qui est un voyage dans le temps, quoi. Il faut dire que malgré de nombreuses évolutions technologiques, sécuritaires et d'accessibilité, le design des motrices et des wagons est resté très proche des équipements historiques, ceux-là même qui ont bâti la notoriété du tracé ferroviaire le plus haut de France. C'est un moment important pour les habitants. Le TMB fait partie du patrimoine de toute la commune de Saint-Gervais et son point de départ, c'est au Fayet. Donc c'est extraordinaire pour le Fayet de vivre ça aujourd'hui. Et on n'avait pas le droit de faire que cette arrivée de Marie se fasse dans la nuit, dans l'intimité. Je pense que ça doit être une fête et on l'a montré. Avec des enfants qui, même le mercredi, viennent, c'est quand même extraordinaire. Donc on a fait, avec le président du département, on a voulu vraiment marquer la deuxième vie de ce train crémaillère. Si les motrices sont donc reparties pour un demi-siècle, en tout cas, il faudra toutefois attendre quelques mois encore, afin que les conducteurs et les mécaniciens n'apprivoisent leur nouvel outil de travail, ce qui va d'ailleurs bouleverser quelques habitudes. Jusqu'à maintenant, on conduisait depuis l'aval de la machine, en poussant la machine. Donc maintenant on aura 2 postes de conduite, un en amont et un en aval. Et pour nous les conducteurs, ça sera une facilité un peu plus concrète parce qu'avant on avait une personne qui était en amont du train. C'était nos yeux, quoi. Qu'aujourd'hui ce sera à nous, nos propres yeux. On pourra juger si tout va bien ou pas. Quant aux 3 autres nouvelles motrices, elles sont toutes attendues en 2022, avant un premier voyage inaugural prévu en décembre prochain. Des transports gratuits cet été à Annecy. La question sera débattue ce jeudi 24 mars lors du Conseil de l'agglomération. Si elle est adoptée, cette gratuité des bus du réseau Cibra sera effective en juillet et en août. L'objectif est bien sûr d'inciter les Annéciens mais aussi les vacanciers à utiliser les bus. Le coût de cette mesure pour la collectivité est estimé à 760 000 €. Ils ont entre 12 et 15 ans et ils disputent pour la plupart leur première grande compétition. Les jeunes skieurs des ESF et des clubs de la Fédération française ont rendez-vous cette semaine au Ménuire en Savoie pour le Ski Open Coq d'Or. Parmi eux se trouvent les champions de demain, la relève du ski français. Et le but de cette 26e édition de la compétition, c'est de détecter les talents. Lucas Ruche a chaussé les skis pour aller à la rencontre de ces champions en herbe. Reportage. Se lancer, maîtriser ses trajectoires et lutter contre le chronomètre pour finir en haut du classement. Toute la semaine,
1500 jeunes skieurs prometteurs se sont retrouvés pour le 26e Ski Open Coq d'Or, une compétition nationale qui regroupe des épreuves de ski cross, slalom géant et parallèle. Jusqu'à samedi, jour de grande finale, ces adolescents de 12 à 14 ans enchaînent les manches en commençant par les pré-qualifications. Dans leur tête, ces sportifs en herbe n'ont qu'un objectif, qu'une obsession, dévaler la piste le plus rapidement possible. Nous, on n'est pas non plus les meilleurs vu qu'on est léger, mais ça nous fait du bien d'aller dans une grande compète et d'être qualifié au qualif, peut-être aller finale. Ouais, faut toujours se donner à fond. On part première manche, on n'a jamais rien à perdre. Puis après, le but c'est d'aller le plus loin possible. Ça peut permettre de faire des résultats et de se faire aussi montrer. On se donne, on va à nos limites, tout en se faisant plaisir pour montrer de quoi on est capable. Et comme ça, s'il y a des gens qui voient ce qu'on fait à peu près, c'est pas mal. Une chute ou une porte ratée entraîne la disqualification. Et pour les entraîneurs, il est parfois compliqué de consoler les jeunes en cas de déconvenue. C'est compliqué. On gère au moment. On le gère vraiment au moment, ça. S'ils sont qualifiés, ça va, la joie, mais la peine, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais bon, on y arrive. À travers le Coq d'Or, l'école de ski français cherche évidemment son prochain grand champion, mais elle cherche aussi à côté de ça à garnir son contingent de licenciés. Notre objectif, nous les moniteurs, c'est de leur mettre le pied à l'étrier à des petits citadins et des gens qui viennent dans nos stations de façon régulière, pendant les vacances scolaires notamment, et de leur donner goût justement au ski de compétition et pourquoi pas les amener à entrer dans un club de la fédération et poursuivre leur carrière, ce qui a été le cas de quelques champions. Il faudra attendre ce week-end et les classements finaux pour connaître le nom des gagnants du jour, que tout le monde espère champions de demain. La compétition se déroule en effet jusqu'à samedi dans cette station des Trois-Vallées. Et puis nous restons en Savoie. Le guide Michelin a dévoilé son palmarès 2022 ce mardi. Peu de changements dans nos pays de Savoie, mais à noter tout de même 2 restaurants décrochent leur première étoile dans nos départements. L'établissement d'Anne-Sophie Pic, la Dame de Pic, le 1920, à Megève, ouvert il y a 1 an, et le restaurant Sylvestre du chef Sylvestre Ouaïd à Courchevel. Ce dernier obtient le macaron après seulement 3 mois d'ouverture. Sébastien Germain a recueilli la réaction du chef au lendemain de l'annonce. On l'écoute. J'étais content dans le sens où je me suis dit, on a ouvert un restaurant avec tout ce qui se passe actuellement entre la pandémie et le reste de l'actualité, d'ouvrir un établissement haut de gamme avec un concept qui n'existait pas encore. C'était un gros risque au départ, mais avec beaucoup d'humilité, un bon management et beaucoup de travail, de persévérance, on a obtenu une belle récompense et ça, c'est très, très bien. On sort de 2 ans de pandémie, 2 ans de restrictions où on est resté à la maison. Ça nous a permis de se remettre en question, surtout à moi, de voir quelle offre je pouvais proposer, comment je voyais le futur de ce métier, avec toutes les problématiques vues au personnel, avec manque de personnel, et les problèmes de pandémie, de confinement. Il fallait revoir un peu tout ça et garder la foi et continuer à avancer. Donc, j'ai été très, très content. On connaît notre travail, on sait ce que nous faisons tous les jours au quotidien avec les équipes. On a eu un retour plus que positif de nos clients. Donc, c'est une demi-surprise, mais je suis content. Sincèrement, cette étoile, ça y est, on l'a eu. Maintenant, il faut aller chercher la 2e, voire la 3e. Donc, ça va être une remise en question pour l'année prochaine. Et c'est l'avantage aussi de travailler dans une station saisonnière, c'est que tous les ans, tu es obligé de te remettre en question et d'offrir une nouveauté à tes clients. Donc, je le prends comme un challenge encore plus fort pour l'année prochaine, avec encore beaucoup plus de surprises, beaucoup plus de plaisir, de gourmandise et de partage. Et j'accueille à présent sans transition notre invité du soir, Claude Régent. Bonsoir. Yves Régent, pardon.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général du Secours populaire en Haute-Savoie depuis 25 ans, vous me le disiez à l'instant. Nous nous sommes croisés il y a quelques semaines maintenant lors d'une manifestation de soutien au peuple ukrainien à Annecy et nous avions échangé notamment sur cet élan de solidarité des Français vers l'Ukraine. Beaucoup de collectes ont été organisées. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de l'hébergement des réfugiés qui arrivent dans nos départements. Comment vous prenez d'abord part à tout cet élan de solidarité vers l'Ukraine ? Oui, je crois qu'il faut rappeler, sans aller loin dans l'histoire du Secours populaire, que nous sommes fidèles aux valeurs, particulièrement à celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que nous agissons d'une manière en aide matérielle, sanitaire, morale, juridique, voilà. Et puis bien sûr par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, qui peut être aussi bien des catastrophes naturelles, l'injustice sociale aussi, particulièrement chez nous. Et puis malheureusement, on intervient aussi lors des conflits armés. Le dernier conflit armé qu'on a eu, c'était quand même dans l'ex-Yougoslavie qui s'est divisée et nous sommes intervenus. Évidemment, vous avez différents fronts d'intervention, si je peux le dire comme ça. Pour revenir juste un petit peu sur l'Ukraine, la préfecture de Haute-Savoie a souligné il y a quelques jours le besoin de structurer un petit peu toutes ces actions. Elles ont été nombreuses et spontanées depuis le début du conflit. Alors d'abord, il y a des risques lorsque des citoyens anonymes vont directement sur ces zones de conflit. Et puis on avait aussi des camions chargés de vivres et de vêtements partir en direction de l'Ukraine. Des fournitures qui sont finalement quelquefois accumulées une fois arrivées à destination. Quel est votre conseil en tant qu'association quand les gens veulent aider ? Si on a un conseil déjà qui vient de la part de nos amis qui ont été en Pologne, en Roumanie ou en Moldavie et qui ont vu du matériel malheureusement qui n'est pas utilisé. Et surtout du matériel, par exemple, c'était deux amis médecins qui ont dit n'envoyez pas des médicaments si ce n'est pas écrit dans les langues polonaises, russes ou ukrainiennes parce que y a des difficultés à les utiliser. Et oui, évidemment. Après, il y a des manques qu'on pourra revenir dessus. Vous avez d'autres actions en ce moment à travers le monde auxquelles vous prenez part ? À travers le monde, comme je dis, il y a l'Ukraine qui est un moment important, mais quelque temps avant, on avait Madagascar. Et là, on intervient actuellement, il y a des amis qui sont à Madagascar, où on peut travailler justement sur la reconstruction d'une école, mais aussi amener une aide aux populations qui ont été dévastées par ces deux ouragans de suite. Alors après, on travaille bien sûr dans plusieurs pays, puisque le Secours populaire travaille à peu près dans 70 pays. On travaille avec 150 associations qui sont dans ces pays-là. Nous, principalement en Haute-Savoie, on a fait des actions avec la crise sanitaire au Népal, par exemple. On est intervenu aussi dans des petits pays, des pays d'Afrique. On travaille au Congo, on a travaillé au Sénégal. Et puis on pourrait citer une longue liste où on est aussi au Nicaragua qui nous ont demandé tous les problèmes qu'ils rencontraient par rapport à la crise sanitaire. Mais je pense aussi que si à court terme on parle aujourd'hui de l'Ukraine, à long terme on va être obligé d'intervenir non seulement en Ukraine mais dans tous les pays qui sont touchés par cette catastrophe qui est inadmissible pour nous. On parle de l'international, mais il y a aussi en France et dans nos pays de Savoie des personnes dans le besoin. Les bénéficiaires se sont multipliés, notamment avec la crise sanitaire. Est-ce que vous arrivez à faire face en Haute-Savoie à cette demande croissante ? Alors, on avait eu une rencontre avec la préfecture pour dire ce qu'on allait agir, particulièrement dans l'aide matérielle, alimentaire. Eh bien, ça commence, puisqu'il y en est arrivé déjà à Chamonix la semaine passée. Donc, il y a eu des actions où ils ont pu fournir des vêtements. Il y a eu à Faverges également aussi qu'on a pu fournir des vêtements. Puis maintenant, on attend un peu sur l'alimentaire comment ça va se passer. Mais je pense qu'on travaille en commun accord avec les autres associations qui sont gérées particulièrement par Alpha 3A, si j'ai bien compris, et puis la Croix-Rouge qui gère ça, mais qui vont nous appeler pour des aides matérielles principalement.
Alors là, vous évoquiez encore une fois les Ukrainiens, mais le sens de ma question, c'était plutôt en Haute-Savoie. On a aussi des gens qui sont dans le besoin. Là, vous intervenez, vous arrivez à répondre à toutes les demandes? Alors, bon, je ne veux pas dire qu'on peut répondre à tous, hein. On aide à peu près 2600 familles. On fait le maximum, hein, particulièrement sur les zones comme le Chablais, la vallée de l'Arve et puis Annecy, puisqu'on n'est pas implanté partout, à Thônes aussi. Mais on fait, en fonction de la demande, cette aide matérielle particulièrement alimentaire, on répond. On est présent un peu partout. On a peut-être des coins où on est moins implanté, mais bon, il y a d'autres associations aussi qui travaillent. De quoi le Secours populaire a-t-il besoin aujourd'hui pour continuer toutes ces missions? Alors pour continuer les missions, hein, comme on l'a dit au départ, ne pas envoyer du matériel tout, c'est surtout, on nous demande de l'argent pour acheter. Éventuellement, par exemple, en Roumanie, on nous a demandé pour acheter des ambulances pour pouvoir les transférer sur l'Ukraine, hein, puisqu'on a des passages qui se font sur l'Ukraine, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y a 4 millions de personnes qu'on nous dit aujourd'hui qui sont sur les frontières, il en reste 40 millions de l'autre côté et qu'on va aussi aider dans la mesure du possible. Le Secours populaire en Haute-Savoie fête ses 50 ans cette année. C'est oui. Une belle actualité pour vous. Est-ce que vous avez des choses prévues? Alors, pour le moment, bon, avec cette crise, bien sûr, l'épidémie d'une part et aujourd'hui cette catastrophe, nous n'avions pas encore on avait prévu de faire un concert qui avait été annulé. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire dans cette 50e année de l'anniversaire du Secours populaire. C'est pas toujours facile, il faut mobiliser des bénévoles. On est en recherche aussi de bénévoles qui veulent bien prendre aussi des responsabilités. C'est un peu ce qui nous manque, des bénévoles militants aussi qui ont un cœur. Pour moi, personnellement, on est 3 ou 4, ça fait plus de 40 ans qu'on est au secours, on fait de l'action au niveau du Secours populaire. Il y a plus de 1000 bénévoles, il me semble, et 400 actifs. Voilà, si on prend nos chiffres, on a à peu près 1400 inscrits, mais bon, on a 400 à 500 actifs qui travaillent sur le terrain, on peut s'y dire presque toutes les semaines. Votre défi, c'est aussi de faire revenir les jeunes, on va dire, parce que les bénévoles sont un petit peu vieillissants. Les jeunes, oui, c'est aussi notre souci, mais on commence à travailler, on a des jeunes qui viennent. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des passages rapides, c'est tout à fait normal, hein. Il y a aussi l'école, il y a le travail, il y a tout ça, mais on a quand même quelques jeunes qui sont revenus et qui nous aident ponctuellement. Ouais, on n'a pas de souci de ce côté-là, et on espère encore faire mieux. On l'espère aussi, en tout cas. Merci beaucoup Yves Réjean et non pas Claude. Excusez-moi pour cette petite faute. Merci d'être venu nous voir. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Nous nous quittons en images. Ce week-end, la station de Bonneval-sur-Arc en Haute-Maurienne vanoise a accueilli une compétition de ski, les French Freeride Series. C'est une étape importante de qualification à la Coupe du Monde, le Freeride World Tour. L'occasion pour nous de nous régaler avec ces belles images. À suivre sur notre antenne la météo et puis le 3e épisode de votre panorama consacré aux 60 ans de la Plagne. Je vous retrouve avec plaisir demain pour une nouvelle page d'information. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez une belle soirée.